Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur l'innovation, la créativité et la passion avec 3 intervenants exceptionnels, Ayoub Chigre, Anas Yassine et Inès. Pour lancer cet événement, nous avons le plaisir de poser la première question à Ayoub. Ayoub, vous êtes un ancien lauréat de l'Académie de mode de Casablanca. Pouvez-vous nous parler de vos débuts de carrière et de la manière dont cette expérience a influencé votre parcours ? Quand je viens de travailler en industrie, j'ai bien fait j'avais l'intérêt de créer des bonnes relations avec l'entourage, le bureau d'études, la laverie, et vraiment, j'étais pas le genre qui va faire un dossier technique ou un croquis, je vais le jeter sur le bureau d'études, faites-moi ce prototype. C'est vraiment aller les voir, leur demander leur avis, c'est des gens qui travaillent en industrie depuis très longtemps, et c'est un point très important d'avoir une très bonne attitude au niveau de l'entreprise. Parce que je pense que tu peux être la personne la plus talentueuse au monde, et si tu as une attitude, mauvaise attitude, ça y est, t'es mort. Tout le monde va te détester, et tu peux même tomber au niveau de sabotage, surtout avec le bureau d'études. Il faut que tu sois en très bon terme avec eux. Pardon, je te coupe, c'est même dans mon domaine à moi, en fait, qui a un peu la réputation d'avoir un domaine de diva, un domaine de gens qui sont très privilégiés, et un domaine de nuit, parce que moi je travaille beaucoup de tournage de nuit et j'ai beaucoup d'accès pour des espaces très VIP. J'ai croisé des grands artistes vraiment dans le Moyen-Orient, soit aux États-Unis ou en France. Les meilleurs artistes sont des artistes très disciplinés et viennent à l'heure. Et j'ai toujours eu des problèmes avec les artistes qui sont moins connus, qui cherchent la gloire en fait. C'est toujours les plus Donc j'ai toujours eu des problèmes avec les artistes qui n'ont pas un respect pour le métier. Quelqu'un qui respecte son métier, qui gère le وقت, qui احترم الناس اللي خدامين معاه, il va toujours réussir dans sa vie. Pardon, c'est une partie qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, ça fait presque 3 ans que je travaille en industrie, et je compte continuer encore. Et je crois vraiment au niveau de la richesse que j'ai acquise, c'est pas une richesse forcément financière, mais c'est une richesse de connaissances. C'est une richesse, vraiment, quand je reviens en arrière, ça fait quand même même pas 3 ans, et les compétences que j'ai acquises, les informations, les contacts, c'est très enrichissant. Voilà. Enrichissant. C'est une bonne chose. Et donc voilà. Moi, je pense que tu as développé des compétences en dehors des compétences techniques que tu as acquises ici à l'école. Tu as parlé du networking, le fait que tu partais chez les autres départements, tu liais des relations directes avec eux, le fait que tu as pris aussi un risque, le fait que tu as demandé conseil à Madame Khmichi, ça aussi c'est une compétence, c'est des soft skills aussi. Et je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir des compétences. C'est essentiel pour se démarquer et aussi pour attirer des opportunités vers nous. Merci beaucoup Ayoub pour ce partage. Anas, on aimerait bien parler d'inspiration et de créativité. Oui. On aimerait bien savoir quelles ont été tes principales sources d'inspiration lorsque tu as décidé de te lancer dans la mode. Alors, quand j'ai démarré, j'étais, comme tout le monde en fait, un peu inspiré par tout ce qui est occidental, on va dire. J'avais une envie d'être confirmé par les tendances européennes, de suivre les tendances. Et au moment où j'ai compris que tout vient de tes sources, de toi, de nos origines, quand j'ai commencé à fusionner ma vision avec les tendances, avec notre Maroc, c'est là où j'ai explosé dans ma carrière. Et je pense que même toi, dans ta création, et même toi, quand tu veux créer, parfois tu reviens à tes sources. C'est hyper important. Et ça, c'est un conseil à un comme les majorités de ressent عندهم ما يعطي. Donc, c'est très important. Il y a des tendances, il faut les suivre, mais creusez toujours dans vos sources à vous. Il y a beaucoup à donner, et après calquer
vos inspirations sur les tendances. Donc aujourd'hui, le Burgundy, il est hyper tendance. Limite, on a envie d'envomir le Burgundy. Calquez le Burgundy sur des tendances, sur vos sources, vos origines, le Maroc. Il y a plein de choses à et portez le Maroc en vous. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui. C'est excellent. Et aujourd'hui, en fait, comment tu trouves l'équilibre entre ta créativité personnelle et les attentes de tes clients célèbres? Justement, il parlait tout à l'heure des prix, il faut rentrer dans des chartes, il faut rentrer dans des exigences. C'est la même chose dans la communication mode, dans les shootings, dans les défilés, dans tout ce que j'organise à moi. Peu importe le métier que tu vas faire dans la mode, que vous allez faire dans la mode, il y a toujours une demande. Que ce soit dans l'usine, que ce soit en tant que créateur, que ce soit en tant que directeur mode, que ce soit en tant que styliste, il y a toujours une demande pour Marascom. Cette demande, c'est là où tu vas être un bon styliste. Comment répondre à cette demande en étant créatif? C'est là où tu deviens intéressant. Je dois répondre à une demande, que ce soit un prix, que ce soit une actrice, que ce soit une chanteuse, que ce soit de l'industrie. Comment répondre à le besoin, comment une actrice doit monter, ou une chanteuse doit monter sur scène. Elle a ses défauts, elle a ses complexes, elle est grande, elle est petite, comment la rendre avec les complexes, ou les contraintes, ou la gamme de prix, ou quoi que ce soit. C'est là où tu deviens un bon styliste. Mais tu me dis, moi je suis styliste, je vais toujours faire du bobo chic. Tu n'es pas un bon styliste. Tu es juste en train de répéter ce que tu sais faire. Là, je suis un très bon styliste, je sais faire que ça et ça et ça et ça. Tu n'es pas un bon styliste. Un bon styliste, savoir s'adapter à tous les marchés, à tous les besoins en étant créatif. C'est là où tu deviens intéressant. Et tu pourras travailler et tu pourras proposer plusieurs panoplies de la même chose de ta création. Et c'est là où ma force en fait. Moi, quand j'ai un projet devant moi, ok, très bien, je commence par les contraintes. Je commence pas pour dire, moi j'aime bien ça. Moi je suis quelqu'un de très minimaliste, je porte du noir et du blanc, du gris. Mais je ne vais pas faire porter ça à tout le monde, c'est bête. Je commence par, c'est quoi tes contraintes? Moi j'ai ça, j'aime pas mon ventre, j'ai un client bijou. Moi, ma clientèle, c'est les dames qui ont un salaire, qui aiment pas les grosses pièces, qui aiment pas les tailles, ils aiment bien les petites pièces. Ok, je commence par ça, et je mets ça en avant. C'est ça en fait être un bon styliste. C'est pas imposer ton style, mais mettre le style de ton client en avant. Donc il faut toujours être orienté solution et pas problème. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Inès, toi aussi, comment en fait tu arrives à avoir un équilibre entre ta créativité personnelle et peut-être les exigences de ton marché avec Genius Skills? Je rejoins sur le même point que Inès vient d'expliquer. En fait, moi je préfère toujours ma vision elle a tellement changé avec les années. Au début, peut-être que j'avais pas cette vision au début quand j'étais encore jeune, mais là, je pense que ma vision elle a complètement changé par rapport à ça, dans le sens où quand je commence à travailler sur un projet, que ce soit pour la marque ou même avant quand je travaillais pour d'autres clients, et la première chose à laquelle je donne le plus d'importance, c'est déjà de comprendre le client, parce que en fait, c'est vraiment cette partie à laquelle j'essaie de donner le plus de temps de recherche et d'analyser le client pour comprendre ce dont il a besoin et pour pouvoir répondre de manière... concrète, tu te mets dans la peau du client. Exactement. Ça, c'est hyper important, que ce soit pour lancer une marque, pour travailler en freelance, ou pour... honnêtement, même pour travailler dans l'industrie. Quand j'étais dans l'industrie, c'est toujours comme ça, il faut répondre à des tâches. Et ça... On le fait toujours, n'importe, même dans la communication de mode ou dans l'industrie, dans le métier de la création, ceux qui ont des marques. Si tu fais des choses juste parce que j'ai envie de faire un style parce que ça me représente moi, parce que cette couleur elle me plaît donc je vais la faire, ou juste parce que c'est tendance, tu sais, même des fois, même les tendances, il ne faut pas les suivre à 100%. Parce que les tendances, on les adapte aussi par rapport aux clients. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, il y a la tendance du grimpe pas, je ne sais pas, grimpe pas corps dernièrement. C'est une tendance, elle est là. Hein. C'est une tendance globale. Mais je ne vais pas venir l'appliquer de la même manière sur tous les clients. C'est-à-dire que la manière dont je vais travailler ces tendances pour le groupe Inditex ne sera pas la même pour un marché français, pour un marché allemand ou pour un marché italien. Mais c'est toujours la même tendance, les mêmes codes.
Mais il faut la traiter de manière différente, il faut l'adapter pour chaque client. Et ça, on l'applique sur tous les niveaux, que ce soit une marque, même si on travaille avec un... Il faut toujours vraiment mettre en avant les... Moi, je trouve que c'est très important la partie analyse, surtout en industrie. Moi, une fois, je me rappelle très bien, c'est une petite anecdote, mais une fois, j'ai travaillé avec le groupe Baume Noir, c'est un groupe français. Et ils avaient comme marque, c'est un groupe français vraiment avec des marques qui font des articles un peu seniors. Donc on avait une marque, la marque Bréal. Et c'est une marque vraiment dédiée pour les femmes de plus que 45 ans et plus, et c'est des femmes françaises. Tu vois, c'est vraiment le style français, les jeans hyper skinny avec le fessier derrière, avec les poches fessiers, etc., avec les codes, les rages. Je sais pas, tu connais, tu dois connaître. Et donc au début, pour moi, je n'ai pas su comment... En fait, c'était... Parce que comme j'avais l'habitude avant de travailler plus dans la partie fast fashion pour des marques qui font un peu de la créativité, comme le groupe Inditex et Primark, etc., c'est de la fast fashion, mais ça reste quand même créatif. Ils suivent les tendances. Mais pour moi, c'était au début très compliqué. Je n'ai même pas su comment commencer. Et en fait, j'ai eu l'idée de juste d'aller, de checker les abonnés de la page de cette marque, c'est-à-dire les dames qui s'abonnent à la page Instagram de cette marque. Et j'ai checké profil par profil. J'ai commencé à regarder leurs photos de profil, les bios, comment c'est écrit. Tu vois, il faut vraiment prendre le temps d'analyse. Et c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Et, la première collection, elle était bâclée, parce que je n'avais pas su comment... J'en avais pas l'habitude, ils ont des fits qui sont hyper... c'est des fits qui sont très spéciales, c'est pas le skinny, c'est des skinny un peu courts, avec des poches... Le skinny ma court. Ils sont vraiment des trucs bizarres que j'avais pas compris au début. Mais quand j'ai pris le temps d'analyser la cible directe, la cible finale, c'est-à-dire le client final de la marque, parce que oui, j'ai parlé avec les acheteuses, l'acheteuse il vient avec la styliste et te dit je veux ça et ça et ça, j'ai cette matière. La saison dernière, on a travaillé sur ça, il te fait des croquis. Mais on va dire que des fois, tu vois, c'est pas suffisant pour toi. Il faut vraiment aller percer dans la recherche et essayer d'analyser encore plus pour mieux comprendre et pour avoir une vision plus claire de la marque et de ce qu'ils cherchent pour répondre à ces demandes. Donc des fois, il faut pas se limiter en attendant. L'acheteur, de toute façon, il n'a pas que toi. Hein. Des fois, il ne va même pas répondre à ton mail. Les acheteurs et les stylistes des marques. Mais des fois, il y en a qui n'ont pas envie de partager avec toi, tout simplement. C'est à toi de faire le travail et de trouver des moyens pour analyser, pour comprendre. Parce qu'après, il y a le résultat à la fin. Et quand j'ai fait ça, ça a marché. La deuxième collection, on a vendu presque 90% de la collection, on a eu des commandes. Et par un simple geste, j'ai juste checké la page Instagram, j'ai checké profil par profil, j'ai essayé de noter la tranche d'âge, j'ai essayé un peu de comprendre leur mentalité, tu vois comment et ça a marché. L'analyse, c'est très très important. Parce que je me suis mis vraiment dans la peau de la cliente finale. Au début, je ne comprenais pas parce que c'est pas trop mon délire, donc c'était pas le style que j'avais l'habitude de faire. Mais il ne faut pas se limiter, il faut prendre le risque de faire autre chose. Et d'ailleurs, comme NS a déjà mentionné, c'est ça être un bon styliste. Il ne faut pas être limité. C'est que si tu sais faire qu'un seul style, si tu fais que du chic-beau, tu n'es pas un bon styliste. C'est pas un styliste faire un seul truc. Pardon, encore une fois, si tu permets. Le terme styliste, c'est ça, c'est pouvoir proposer plusieurs styles. C'est pas créer un seul univers et rester dans un univers et dire que je suis gothique, ou je suis bobo chic, ou je suis avant-gardiste. Pour moi, avant-gardiste, c'est ton style à toi. C'est ton style à toi, justement. Oui, il faut savoir différencier en fait entre ta propre sensibilité, parce qu'on a tous, bien sûr, on est des stylistes, on a une sensibilité créative, artistique, etc. Chacun, il a des préférences pour un univers particulier. On a ceux qui aiment, je sais pas, le rock, le gothique, les années 70, le creepy chic. Chacun a sa sensibilité. Sa sensibilité. Ça, c'est normal parce qu'on est tous des artistes. Créatifs, hypersensibles aussi. On a une sensibilité artistique, c'est bien. Mais il faut savoir en fait séparer entre notre style personnel à nous, c'est-à-dire que nous, ce qu'on aime, ce qu'on préfère dans la mode en général, et entre ce qu'on fait pour les autres. Parce que moi, si je porte cette veste aujourd'hui, je ne vais pas imposer je sais pas, c'est aussi de mettre la même chose que moi. C'est aussi simple que ça. Si je donne un exemple aussi bête, c'est comme quelqu'un qui aime la cuisine, il aime manger un plat, il ouvre un restaurant,
il ne va pas mettre ce plat pour tout le monde. C'est aussi simple et bête que ça. Ben, nous, on propose un univers, c'est que tu dois respecter l'univers de chaque quelqu'un et créer et pouvoir prendre la personne et rendre son univers meilleur, que ce soit en création, en industrie ou en mode. Et forcément, à la fin, quand on fait ça, quand on fait cette démarche, on a forcément notre touche. À la fin, on se retrouve avec, même si toi, pour toi, tu te dis oui, je vais m'adapter au client, mais au final, on va reconnaître ta touche dans ce que tu fais. Parce que même dans l'industrie, tu sais, l'industrie qui est vraiment un métier hardcore et qu'on n'a même pas le temps de réfléchir, et créativité, etc. Mais même dans l'industrie, on arrive à définir en fait des personnes qui ont... C'est-à-dire que si Ayoub, par exemple, il fait demain une collection de jeans, et si moi je le connais, je le côtoie, j'ai travaillé avec lui, etc., je connais son style, si je vois sa collection, je vais, même si c'est des articles qui sont basiques, qui sont adaptés pour faire les clients, mais si je vois sa collection, je vais reconnaître que c'est Ayoub qui a fait ça. D'une manière ou d'une autre, mais on a toujours, quand on fait en fait, c'est une démarche à suivre. Ouais. Mais il y a toujours une touche. L'ADN en fait. Oui, il y a toujours une ADN. Parfois, moi je travaille pour des artistes et je ne reposte pas sur mon Instagram ou là l'artiste poste pas tag pas mon nom sur ses photos. Je croise des gens ah oui, c'est toi qui as habité l'artiste? Oui, parce qu'il y a forcément avec l'expérience, il y a l'ADN, il y a la touche d'IEL qui va revenir, que ce soit dans tous les métiers de l'art. Comme quand quelqu'un qui va produire un single, il y a toujours il y a ta vision artistique. Mais il faut quand même s'adapter au client. Je pense qu'on peut passer à une autre question. Parce que, c'est très inspirant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en fait, moi je suis entrepreneur et ce que vous êtes en train de dire, ça ressemble beaucoup à l'entrepreneuriat, étudier le marché, connaître sa cible, faire des stratégies, s'adapter au marché aussi. Ça, c'est très important. Et ce que vous devez retenir aussi, c'est qu'en grande partie de votre travail, ça ne va pas être dans la création seulement, mais aussi dans la réflexion, dans l'analyse. Ça, c'est très important. Avant de passer à la deuxième question, j'aimerais bien aussi savoir, Ayoub, toi aussi, comment tu gardes cet équilibre entre en fait les tendances futuristes et la faisabilité technique. Parce que toi, tu es plus axé sur la technicité. Exactement. Quand je viens de travailler avec mon nouveau supérieur qui s'appelle Alessio, je me rappelle toujours que j'avais des difficultés un petit peu de s'adapter avec le besoin client. Parce que je présente toujours ma propre identité créative en premier sur les produits qu'on est censé de vendre à nos clients. Et quand je dis clients, ça veut dire les marques qui vendent directement aux consommateurs. Il m'a dit toujours, Ayoub, il faut que tu te nettoies de ta propre identité créative au niveau de ce que tu fais avec nous. Et il ne veut pas dire par ça que je laisse tomber mon identité créative pour m'adapter aux besoins de clients. C'est juste de la mettre au côté parce que ça peut te bloquer au niveau de l'industrie. Et du coup, ça y est, j'ai commencé à regarder, par exemple, quand on travaille pour Zaraman, je commençais à regarder c'est quoi les pièces hype sur les sites qui partagent tout ce qui est actuel et me mettre à la place du consommateur. Moi, en tant que quelqu'un, je sais pas, un fashion victim qui porte, dès qu'une tendance il sort, qu'est-ce que je vais porter? Je pense que je commence à devenir un fashion victim. Déjà la veste. Déjà toi, commençons par toi. Et le sac. Je vais te voler aujourd'hui. C'est mon identité. Non, mais ouais, donc voilà, je me mets à la place du consommateur. Qu'est-ce que je cherche chez Zara? Et du coup, ça y est, je commence à sourcer toutes les informations nécessaires, que ce soit sur WGSN, que ce soit sur Hypebeast, que ce soit sur les sites de revendeurs. Et une chose qu'on fait énormément, et je pense que pareil pour toi Inès quand tu travailles en denim, c'est que tu commences à revenir en arrière. Tu commences à aller dans les années 90, les années 70, voir les fits qui existaient à l'époque, et surtout les traitements, parce que c'est ça pourquoi j'adore énormément le denim. Tu peux faire le fit le plus basique qui existe au monde, mais tu vas toujours ajouter une partie. C'est là l'innovation, la créativité quand tu travailles en denim. C'est vraiment le lavage. Tu as endless possibilities au niveau des lavages, que ce soit sur un denim bleu ou un prêt-à-teindre ou un black. Tu as énormément de traitements et
c'est là où on fait le focus au niveau de notre département de développement, c'est faire de l'innovation, mais at the same time commerciable. J'avoue que c'est, je pense, le challenge le plus grand au niveau de l'industrie, c'est trouver l'équilibre entre, ok, ça c'est innovant, c'est nouveau, mais at the same time, il doit être commerciable, il doit être techniquement industrialisable. Et que ça soit sur les traitements laser, que ça soit sur les broderies, les prints, ou les petites strass ou studs que tu peux en rajouter, mais tu trouves le plaisir à rajouter des petites touches créatives sur des feats qui sont basiques. On a quand même la chance d'être dans une époque où il y a tellement beaucoup de styles, beaucoup de mouvements, et les consommateurs commencent à accepter petit à petit des feats qui sont nouveaux, mais qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qu'on voyait avant, comme le ballon de fit, le flair pour l'homme, le barrel, etc. Ça change un peu. Et j'ai de la chance de travailler dans un groupe qui a autant de clients, parce que tu fais autant de fringues, tu fais autant de prototypes, que c'est très enrichissant au niveau de tes connaissances. Parce que si tu fais un feat pour le marché français, c'est différent que le marché espagnol. Et du coup, tu découvres plusieurs cibles, plusieurs feats. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et c'est pour cela que j'aime ce que je fais actuellement en industrie. Mais c'est un challenge, j'avoue. Petit à petit, tu le fais, tu commences, tu vas comprendre à le faire correctement. Ça m'a pris 1 an et demi. Merci beaucoup pour ces perspectives pertinentes. Maintenant, en fait, parlons des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Inès, moi, j'aimerais bien savoir quels sont les défis que tu as rencontrés quand tu as commencé à entreprendre en lançant ta marque. Est-ce que tu as rencontré des challenges dans ton parcours d'entrepreneuriat? Le défi, au début, franchement, pour être honnête, parce que moi, j'ai eu la chance de s'associer avec quelqu'un qui est déjà dans l'industrie, qui a une structure qui est assez forte. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de difficultés au niveau, par exemple, des matières, ou même de trouver des ateliers. Moi, j'avais déjà une liste. J'ai 8 ans d'expérience dans l'industrie, donc du coup, j'ai quand même assez de contacts à ce niveau-là, de contacts de petits ateliers qui fabriquent des petites quantités, soi-disant, même si ça reste encore compliqué au Maroc de trouver des ateliers qui font des pièces qualitatives et des petites quantités. Mais le défi qui se pose généralement pour les marques qui viennent de commencer, c'est ça en fait, c'est les quantités, que ce soit au niveau des matières ou la partie production. C'est-à-dire que la matière, quand tu as envie d'acheter une matière au Maroc, généralement, il n'y en a pas beaucoup. À part, mais le truc qui se pose, c'est qu'en Maroc, quand tu trouves une matière, il faut l'acheter tout de suite. Parce que c'est généralement des fonds de rouleau qui restent. Donc il faut acheter la matière et la mettre de côté pour ne pas prendre de risque de ne plus la retrouver après. Mais généralement, si on veut importer une matière de l'étranger pour avoir plus de choix et plus de possibilités, c'est évident, le coût est plus élevé parce qu'on a des frais de transport de plus, et en plus les quantités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des fournisseurs de tissus avec qui on travaille, ils ont un minimum de quantité. Et même dans l'industrie, il y en a qui demandent, généralement c'est 500 mètres, 300 mètres minimum, ce qui reste quand même assez énorme pour quelqu'un qui vient de commencer. Oui, c'est-à-dire que nous, si tu lances une marque au début, tu n'as pas vraiment les moyens pour... Il faut tester, avoir le feedback du marché, savoir si ça va marcher ou pas. Donc on ne peut pas se permettre de lancer direct une quantité de... Une grosse production, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller petit à petit, peut-être commencer, il y en a même qui désirent peut-être des fois commencer avec 10 pièces par modèle, 20 pièces, 50 pièces maximum. Mais si on fait plus, ça reste quand même un risque on ne sait pas, surtout pour le marché local, on n'a pas vraiment encore cette confiance dans le marché, malheureusement dans le marché local. C'est-à-dire que le consommateur ne fait pas... On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là où le consommateur il fait confiance à une marque marocaine. Il faut vraiment le faire doucement. Il faut intégrer aussi, c'est pour ça que la partie communication elle est super importante. Il faut travailler sur ça. Aujourd'hui, le digital il est très fort. Le e-commerce, on lance des ads, des publicités. Il faut analyser aussi le marché, la mentalité du marché local marocain pour
avoir une marque avec une vraie identité. C'est ça qui va faire la continuité de la marque. Mais si on veut faire, si on ne fait pas une étude au début qui est bien réfléchie, on risque de ne pas percer dans le marché. On risque de, oui, on va faire les 2 premières collections, on va les vendre peut-être en lançant des ads sur les Facebook et Instagram. Et après, il n'y a pas de continuité et la marque, c'est pas une marque, c'est pas du vrai branding. Non. En fait, je pense que le point fort pour percer, lorsqu'on se lance pour créer une marque, c'est de donner une grande, vraiment c'est super important à la partie branding. La com. La com et la partie branding. Donc il faut vraiment le prendre au sérieux. On ne va pas faire juste des articles, des beaux produits et ils ne vont pas se vendre comme ça. Il faut préparer un bon shooting photo. Il faut avoir déjà une vision claire, c'est-à-dire que la marque doit avoir une charte graphique, storytelling et tout. du storytelling, etc. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut raconter une histoire. Tu vends du rêve avant de vendre un produit, avant de vendre un vêtement, parce que finalement les vêtements, on a des milliers de vêtements dans le monde entier. Si on veut acheter des vêtements à des petits prix, on va aller chez Temu. En plus aujourd'hui, on a une diversité incroyable. Mais ce qui va pousser le consommateur à acheter, c'est l'histoire. C'est créer ce besoin justement, c'est où j'interviens moi 90% avec les marques et avec ma deuxième partie en fait quand je travaille pour rejoindre la question du branding. Quand je travaille avec les marques tel Azuelos, tel Raffinity, tel Cartier aussi, j'ai fait des shootings avec Bulgari. Des bagues on a des milliers, des colliers on a des milliers. En Saint-Valentin, on crée toujours ce besoin de réoffrir une bague à quelqu'un. Ramadan, on va toujours créer ce cafetan pour recevoir les gens à la maison. Saison mariage, on va toujours recréer ce besoin d'acheter un nouveau cafetan pour assister à un mariage. Le summer va arriver, on va recréer un nouveau esprit de summer, tendance pour que vous rachetez un nouveau. Et moi, je vais toujours créer et trouver le besoin pour vous faire rêver et que vous allez vous pousser à acheter, à travers mon shooting ou ma vidéo, d'aller acheter bêtement ce produit, même si vous n'en avez pas besoin. Et c'est là où intervient la communication avec le créateur ou avec la marque. C'est-à-dire que vous allez créer votre produit et vous allez travailler pendant des années et pendant des heures sur votre produit, mais si vous ne mettez pas autant d'énergie sur votre shooting, sur votre communication, votre produit va rester dans votre boutique, votre placard. Donc, les deux sont liés. Autant vous créez votre création, autant votre storytelling, l'histoire, votre ADN fait partie en fait de votre marque. Et j'aimerais m'adresser aux 3e années puis aux 2e années qui sont là pour l'année prochaine. Et les 3e années, vous êtes en train de travailler sur votre collection personnelle. Vous avez effectué vos planches, vous avez votre synopsis, votre muse, vos petits échantillons, etc. Mais tant que vous n'arriverez pas à raconter une histoire, voilà, ça va rester chez vous. Complètement. Ça ne servira à rien. C'est pas le fait de montrer un produit à un jury qui va venir en fin d'année et de lui montrer un produit, lui dire la couture est à droite et à gauche, j'ai fait la broderie XY, qui va vous donner une bonne note, et ils le savent très bien. C'est comment vous allez capter vos évaluateurs par une histoire où vous êtes dans votre ADN, dans votre inspiration, et comment vous l'avez transformé sur votre collection. Vous avez encore le temps. Réfléchissez à votre histoire. Et je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas encore dedans. Alors, moi, je suis capable, la vérité, de me donner un t-shirt blanc et créer une histoire dedans qui va vous faire tomber par terre et le vendre. Ça, c'est ma force aujourd'hui. C'est pour ça, aller puiser dans tous les détails. Oubliez les détails techniques. Ma couture à droite, ma broderie à gauche. Ça, tout le monde sait le faire. Ça, tout le monde, je peux le lire. Ça, c'est évident. Exactement. C'est une évidence, on en parle même plus. Maintenant, qu'est-ce que tu me rajoutes de plus
que le technique que je vois. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et je pense aussi que pour en arriver là, je pense que c'est très important. C'est pour ça que moi j'insiste toujours sur la partie de la recherche. Parce que je trouve que c'est hyper important. Je ne sais pas, mais il faut vraiment se ressourcer. Enfin, il faut pas. L'école, oui, c'est très bien, parce que l'école, elle nous donne une partie quand même assez importante dans la partie recherche. Mais après, le reste, ça vient de vous. C'est-à-dire que les recherches, vous devez les faire vous-même. Hors l'école, enfin, il faut vraiment, je sais pas, regarder des films qui vous intéressent, aller au théâtre, je sais pas. Il faut vraiment c'est très important pour avoir l'inspiration. L'inspiration ne vient pas comme ça. On a envie d'en avoir. Bien sûr. Oui. Arrêtez Pinterest, Instagram et ChatGPT. ChatGPT, ça va vous ruiner le cerveau. Faites des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Faites des fautes de synthèse, c'est pas grave. Moi, j'ai validé ma troisième année sans savoir dessiner. C'est pas grave. Faites des erreurs, mais faites pas des erreurs de réflexion. Il faut être authentique, même dans la manière dont vous faites votre recherche, il faut que ça soit authentique. C'est-à-dire que la recherche, on la fait tous les jours, l'inspiration, on la cherche tous les jours. Il faut vraiment essayer, il faut faire un effort d'aller, je sais pas, regarder des films, écouter de la bonne musique. Tout ça, ça influence. Regardez des magazines, des anciens magazines. Allez sur le acheter des magazines au kilo de 20 dirhams. Les anciens magazines sont hyper inspirants. Moi, je pars à Drbrellef ou à Drb Omar. J'achète des kilos de magazines à 20 dirhams, des anciens vagues, il y a des merveilles dedans. Oui, aujourd'hui aussi on a Internet, mais bon, il ne faut pas rester focus sur Internet. Internet, des fois, ça nous limite sans sou. On est plus que, ouais. Sachant qu'en fait, en grande partie, vous êtes des créatifs, donc vous avez besoin de toucher des choses qui sont manuelles. Ayoub, avant de faire la pause, est-ce que tu peux nous parler aussi de tes défis que tu as rencontrés? Je pense un des défis que je ne m'attendais pas, que je vais... bien sûr, je m'attends à ce que s'adapter au niveau de... techniquement, à l'industrie, ça va être un challenge, mais c'était un défi plutôt au niveau de relationnel, au niveau de l'environnement de l'industrie. Et c'est quelque chose que parfois on oublie, on pense même pas. Mais une des premières des choses que j'ai appris, c'était bien sûr être gentil avec tout le monde, mais certainement être... ouvert d'esprit et ouvert de recevoir les informations et demander les informations, mais être à l'écoute. Parce que parfois, quand tu viens de sortir de l'école, tu as un peu cet ego d'être voilà, le designer de l'année ou je sais pas quoi, et tu rentres à l'entreprise et tu commences à faire des croquis et tu as envie de le jeter sur le bureau d'études et voici. Mais c'est pas un bonne attitude. En industrie, tu as ton chef et ton chef a son chef et il y a plusieurs hiérarchies qui influencent l'environnement. Et il y a des difficultés quand tu ressens une demande à la dernière minute, et il y a comme Inditex qui te demande un truc aujourd'hui mais il faut l'envoyer hier. Et c'est souvent comme ça avec eux. Mais ça c'est c'est pour cela que à chaque fois qu'un jeune me demande un conseil pour travailler en industrie, c'est prépare-toi à ce que tu sois bien poli, bien sérieux, mais à l'écoute et bienveillant aussi, et à l'écoute et essaye de vraiment prendre plus d'informations que donner l'information. Ton avis. On a toujours souvent en fait envie de donner notre avis. Il faut être à l'écoute. Parce que les gens qui sont dans l'industrie, on apprend énormément de ces gens-là. C'est des gens qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience. L'expérience n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est des vrais techniciens, c'est des vrais artisans. Donc il faut vraiment les écouter pour apprendre. Et surtout au bureau d'études. Et surtout les échantillonneurs. Les échantillonneurs, c'est des gens qui ont une expérience incroyable. Qui ont beaucoup d'expérience et qui ont vraiment envie de donner. Et c'est très important d'être très poli et les traiter bien, parce que ça reste tes collaborateurs. Mais en même temps, de l'autre côté, quand tu travailles avec ton supérieur qui est un peu dur ou qui te demande des trucs impossibles à faire, c'est vraiment de ne pas prendre... moi, je suis quelqu'un de très sensible et je pense pour toutes les personnes qui sont créatives... Hypersensibilité. C'est vraiment de ne pas prendre le truc personnel parce que l'objectif est vachement plus grand que tes sentiments.
prendre les choses petit à petit et bien écouter. Et bien sûr, parfois je fais plaisir à mon supérieur, même si je suis... même si je ne suis pas d'accord avec lui, juste pour garder cette ambiance positive. Et ça, c'est un côté très important au niveau de l'industrie parce que tu rencontres énormément de gens. Ça, c'est côté positif et négatif. Quand tu travailles en industrie, à part les gens qui travaillent avec toi, tu as les fournisseurs qui viennent chaque jour, tu as des visites, tu voyages à chaque fois à l'étranger pour visiter tes clients. Donc, se préparer pour bien parler, pour être moins introverti, présentable, bien sûr. Always. Absolument, c'est très important. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait que j'apprenne. Je suis très introverti, je suis très timide. Et il fallait que j'apprenne à chaque fois comment bien parler, quoi dire et ne pas être toujours derrière. Parce que quand tu es en industrie, moi je suis quand même, ça fait 2 ans que je travaille, je suis toujours le petit de la boîte. Souvent, tu es toujours derrière tes supérieurs, derrière tes directeurs. Il faut prendre des pas en avant pour te mettre en valeur, pas agressivement, pas en être diva ou faire la queen, mais d'une manière très polie et discrète. Et c'est là où tu gagnes l'amour des gens qui travaillent avec toi. Et ça, il a beaucoup d'importance. Pareil que le côté technique et le côté créa qui fait partie de notre métier aussi. C'est le côté savoir-être. C'est très important. Merci beaucoup pour ces partages. On va prendre 5 minutes de pause et puis on revient pour parler des opportunités. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais s'il vous plaît, 5 minutes. Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Je ne savais pas tout ça, la vérité, moi j'étais... Waouh! C'est intéressant pour moi, pas pour eux aussi. On reparlera après. On reparlera. Ouais, c'est ça. De toute façon, on a des questions, c'est pour ça que je ne peux pas répondre. Mais comment vous trouvez? Comment vous trouvez? Je peux pas me charger. Donc s'il vous plaît, on reprend. Alors dans la première partie, on a parlé des défis. Ce qu'on aimerait en fait savoir aussi, c'est en fait quelles sont les opportunités qui vous ont en fait poussé à réussir dans le domaine.
En fait, est-ce qu'il y avait des opportunités que vous avez identifiées et que vous avez saisissées pour réussir dans ce que vous faisiez aujourd'hui? J'ai pas saisi la question. Est-ce que dans le domaine de l'industrie de la mode, est-ce qu'il y a des opportunités les gens? Est-ce que, par exemple, les jeunes aujourd'hui de l'école, ils ont un peu peur de sortir et de ne pas trouver d'opportunités, de ne pas trouver assez d'emplois? Ils me disent que la plupart en fait, des emplois ils sont déjà full. Est-ce qu'on va arriver à trouver notre place? Ça rejoint ce que je disais au début. Les opportunités kainin. Après, il faut les créer. Parce que on peut aller travailler dans une usine ou la créer sa marque, ou là, comme ce que j'ai fait moi, créer un nouveau métier. Styliste, parce que moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore de métier de styliste photo, styliste magazine, styliste célébrité, organisateur de défilés. Peut-être avec le temps, il y aura d'autres métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, il y a toujours des opportunités. Soit il faut les saisir, soit il faut les créer, soit il faut les chercher. Donc, maintenant, il faut toujours créer le besoin, il faut toujours saisir le besoin. Ça, c'est ma vision à moi. Après, je laisse mes amis... Oui, non, mais complètement, je suis complètement d'accord avec... je rejoins Anas. Les opportunités, même... Après, on en a parlé tout à l'heure avec Ayoub et Anas, je pense que quand on a une bonne expérience au début, par exemple, dans le cas de Anas, il a travaillé avec des clients. C'est comme ça que ça te permet en fait d'avoir une bonne réputation dans le marché. C'est-à-dire que tu travailles sur ton image et c'est ça qui va te permettre d'avoir des opportunités par la suite. Que ce soit on travaille en freelance ou on est en son propre projet, que ce soit tu fais de la com, tu travailles dans l'industrie. Si par exemple, moi ce qui m'a aidé le plus franchement, c'est quand j'ai travaillé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, c'est-à-dire que tu commences à avoir une image dans le marché. Un réseau. Voilà, et des contacts. Quand je sors, des fois, la vérité, j'ai jamais postulé pour trouver un travail. Jamais. À chaque fois, on m'appelle, oui, c'est Inès, moi je ne les connais pas, mais après les gens ils me connaissent parce que j'ai... Inès, désolée, je vais te couper. En fait, tout à l'heure, on était en train de discuter et j'ai posé la question à Inès parce qu'il fait partie des premières promotions, Inès aussi. Et à ce que mes connaissances, je sais que les premières promos, ils n'ont pas eu leur diplôme. Et j'ai posé la question bêtement, est-ce que ça a été un problème? La réponse était non. Absolument pas. Moi, je fais partie de la première promotion de 2010. Ils ont un problème de diplôme. C'est-à-dire moi, je ne suis pas diplômé. Je n'ai pas ma licence. J'ai une attestation de licence. On m'a jamais demandé ma licence, on m'a jamais demandé c'est quoi le diplôme dialecte, parce que je ne me suis pas basé sur ça. Je m'en foutais en fait. C'est pas un papier ou une licence qui va me faire. C'est mon savoir-faire qui va me créer. Donc je me suis basé sur ma formation, pas sur le papier de ma formation. Donc aujourd'hui, c'est pas le papier qui te fait, c'est pas avec la licence qui va te faire. On s'en fout de avec le papier. C'est tes compétences, c'est ton savoir-faire, c'est les études c'est ton talent qui va te faire. Parce qu'aujourd'hui, Anna, je ne l'ai jamais présenté, j'ai jamais postulé la vérité. Et c'est pas Ayaka, pour être honnête avec vous. Mais chez Anna Ouad, où là je suis excellent, je suis waouh, que j'ai jamais présenté mon diplôme. C'est je me suis tellement et je me suis focalisé, j'ai investi en moi-même, que les gens ils s'en foutaient de ce que j'ai fait comme étude. Les gens ils ont compris que c'est mon savoir-faire qui est un plus. Et parce que je travaille avec un tel et j'ai excellé avec un tel, qu'un tel il veut travailler avec moi. Mais après, mon intelligence c'était où? Je parle encore de mon métier à moi. Tu vas avoir beaucoup d'appels d'artistes ou de marques. Il faut choisir encore une fois ton positionnement. Parce que je vais travailler avec une telle artiste qui est positionnement A. Si je suis positionné avec cet artiste A. Si une artiste classe C va m'appeler, je ne vais pas accepter de travailler avec elle pour ne pas descendre de gamme. Maintenant, il y a des clients que je les appelle moi tarte al-khubz. Ça veut dire quoi? Que si sur un mois, je n'ai pas travaillé beaucoup et j'ai besoin de gagner ma vie, je vais travailler avec des BC, artistes, mais je ne vais pas signer ce projet. Je vais le mettre dans le contrat.
Je travaille avec vous sans signer mon nom. Un salaire ou donc c'est tout dans le dosage et dans savoir gérer votre image. Ça, je parle dans les gens qui vont travailler dans la communication et gérer votre image est très important. Parce que créer une image, ça prend des années parfois. Rater son image, ça suffit d'un seul truc, d'une seule bêtise. Donc, bien calculer votre image, je pense que c'est important dans les 3 domaines. Savoir dire oui et savoir dire non et savoir mettre les contrats. C'est-à-dire qu'un client classe A, j'associe mon image avec lui. Un client classe C, j'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin d'argent. Dans le contrat, je ne signe pas mon nom. Donc tout ça, c'est des calculs à faire. Très bien. En fait, je voulais parler de ça juste pour vous montrer que des fois, on a l'habitude de se limiter nous-mêmes et de se limiter par rapport peut-être à un papier. C'est important d'avoir le diplôme, oui. Mais c'est aussi important de développer des compétences à côté. Je peux donner un exemple d'une collègue qui travaille avec moi. Donc c'est quelqu'un qui a fait la même formation à CMA que moi-même et même promotion, qui a décidé après la licence d'ajouter un master. Et après son master, il a postulé chez notre entreprise. Et il a eu le même salaire que moi quand j'ai commencé à travailler en industrie. La raison derrière, pourquoi? Parce que moi, quand j'ai eu ma licence et même avant, je faisais des stages. Et ce n'était pas forcément des stages liés à l'école. Quand tout le monde était enfermé chez lui pendant le confinement, moi j'ai trouvé un stage que l'entreprise a pu me faire le papier pour se déplacer facilement. Et c'est un stage que j'ai fait pendant 3 mois. Et c'était en cuir. Et c'est là où je suis entré dans le côté technique. Et cette expérience que j'ai eue, que j'ai cherchée moi-même, m'a permis de négocier mon salaire, négocier ma position au niveau de l'entreprise, même avec juste une licence. Même si la licence, pour moi, ça ne veut rien dire que ce soit une licence ou un master. C'est vraiment l'expérience et les compétences qui te ramènent à un job. J'aimerais vous dire aussi, parce que vous êtes en TS, vous n'êtes pas en licence. Je sais que vous allez faire le comparatif. J'aimerais que vous compreniez une chose. Aujourd'hui, en TS, sur la filière design et stylisme de mode, sur 2 ans et demi, vous êtes sur 2800 heures de cours. Une licence à la fac, c'est 1700 heures. Les modélistes, sur 2 ans, ils sont sur 2500 heures de cours. Plus qu'une licence à la fac. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons eu dernièrement l'Institut français de la mode qui est venu, dans le cadre d'un programme, faire un diagnostic de tous les établissements qui forment au stylisme, modélisme, artisanat, etc. Dans ce diagnostic, il est ressorti que Casamoda, elle offre la même formation que l'Institut français de la mode à un niveau de licence. Donc ce qui est important, ce n'est pas le bout de papier. Le bout de papier, vous l'aurez. C'est ce que vous avez fait pendant vos 2 ans et demi ou 2 ans de parcours académique. Qu'est-ce que vous avez appris? Sur quel projet vous vous êtes mis? Quels sont les stages que vous avez cherchés tout seul? Pendant l'été, qu'est-ce que vous avez fait au lieu d'aller sur 2 mois à la mer? Quelles sont les fiches techniques que vous avez pu faire en freelance gratuitement pour les gens? Je vous donne juste des exemples comme ça peut être autre chose. Et c'est ça qui va vous donner de la force. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un bon salaire. Moi, je peux vous dire, nos étudiants, la plupart d'entre eux, ceux qui le méritent, c'est moi qui les place. Et je vois tout de suite les niveaux de salaire différents qui sont donnés en fonction de la personnalité, dès le démarrage. Et dans le démarrage, la personnalité, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'elle a appris, qu'est-ce qu'elle a fait en plus, et quel est son savoir-être. Et je sais que c'est important pour vous en démarrage. Je vous prie de me croire qu'il y a des différences de salaire qui vont de 2000 à 3000 dirhams en démarrage. Et vous en avez un exemple ici.
Il y a un marché, il y a une moyenne, mais il y a surtout vous. Ouais. Bah, merci beaucoup. J'aimerais aussi ajouter que vous avez eu chance d'avoir Madame Khamicha à l'école. Elle a une grande expérience dans le domaine, dans la recherche d'emploi aussi. Donc, comme Ayoub a fait, n'hésitez pas à demander conseil si besoin. Merci beaucoup Madame Khamicha pour le partage. Donc, pour finir, moi j'aimerais bien vous demander 2 petits conseils pour nos étudiants. On commence par le plus jeune. Donc le conseil que j'aimerais bien partager avec vous, c'est que pendant vos premières 2 ou 3 années en industrie, que ce soit que vous travaillez dans l'image ou dans l'industrie, c'est vraiment de ne pas se focaliser trop sur le salaire. Je sais que c'est un grand sujet, mais c'est vraiment d'accueillir une richesse de connaissances et de compétences, parce que ce qui est durable, c'est les compétences et tes connaissances. Mais le salaire, tu peux travailler dans une boîte qui est moyenne, qui va te donner un très bon salaire, mais tu ne vas pas faire grand-chose. Et tu n'es pas épanoui. Et tu n'es pas épanoui, et du coup, tu ne vas pas trop apprendre, alors que tu peux accepter un salaire qui est dans les débuts, mais au contraire, tu vas apprendre énormément, parce que l'industrie, ça peut vraiment vous donner des connaissances qui peuvent vous aider à éventuellement créer votre propre marque ou travailler dans d'autres domaines à part, parce que c'est vraiment la manufacture et c'est très technique et tu analyses énormément. Donc je vous encourage énormément d'essayer de travailler en industrie pour l'export, pour gagner cette richesse et connaissances. Et ne pensez pas que c'est parce que c'est de l'export et c'est de l'industrie que c'est trop technique et c'est ennuyeux et c'est pas mode. Au contraire, tu es en train de travailler pour des raisons plus on a bigger scale. Yeah. Quand tu dis industrie, c'est vraiment la mode internationale. Et moi, je trouve intéressant et j'espère que vous réussirez à travailler en industrie et Inch'Allah, vous allez l'aimer. Good luck, everyone. L'apprentissage est très important. Anas, un conseil? Je veux juste appuyer l'idée de l'industrie parce que même si moi j'ai changé de carrière industrie, j'ai commencé par l'industrie Marois. J'ai fait 2 ans chez Marois et c'était comme un master en fait. Parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre la mode et comprendre les moodboards et comprendre tout le mécanisme de la mode pour pouvoir m'appuyer là-dessus et changer de carrière. Si vous avez l'opportunité de travailler dans l'industrie de la mode, fast fashion ou autre, faites-le. Vraiment, c'est très 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 important. Après, si vous avez envie de changer, changez. Mais c'est une très bonne expérience et c'est du militaire. Franchement, si vous avez la chance de le faire, faites-le. Elle est d'accord, madame directrice, avec moi. Vraiment, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, consacrez-vous et concentrez-vous sur votre carrière. C'est bien de voir la concurrence, mais pourquoi lui il a fait pas moi, pourquoi il a plus que moi, pourquoi j'ai fait pas ça. Ça ne te regarde pas. Consacre-toi sur ta carrière, avance avec tes convictions, t'as ce que tu as envie de faire, ne viens pas avec ta vitesse, chacun ou le. Donc avance avec ta propre vitesse et tes compétences. C'est bien, je redis, c'est bien de voir chacun où il avance, de voir la concurrence, mais ça c'est mon deuxième conseil. Excellent, merci beaucoup Anas. Donc il faut arrêter de se comparer, peut-être se comparer aux anciennes versions de nous-mêmes. Voilà. Laisse un conseil. Moi déjà, le premier point c'est que j'ai envie de dire investissez-vous en vous-même. Ça c'est très important. Quand je dis investissez-vous en vous-même, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler sur soi. Il ne faut pas attendre que ça vienne. Enfin, si on veut évoluer, c'est un vrai travail acharné qu'on doit faire sur soi-même. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais... Il faut peut-être donner avant de recevoir. Oui. Et puis aussi, je rejoins la partie industrielle. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'industrie textile avant de me lancer dans une marque. Vraiment, je ne pouvais pas le faire si je n'avais pas ce passage dans l'industrie. Et 8 ans quand même. 8 ans, c'est 8 années, c'est passé trop vite. J'ai appris énormément de choses. C'est un secteur où vous allez apprendre. Ça va en fait vous
forger. Ça va vous forger sur le plan personnel et professionnel. Parce que c'est là où vous avez des interactions avec des gens, en interne, en externe. C'est là où vous allez avoir des contacts. Moi, si je n'avais pas ce passage dans l'industrie, je ne saurais pas comment me lancer pour créer une marque aujourd'hui. Je n'aurais pas de contact de fournisseurs de tissus, je n'aurais pas de contact d'atelier pour fabriquer mes produits. C'est vraiment là où vous allez... c'est la source, pour moi c'est la base. Et c'est très très important, même si vous souhaitez par la suite avoir votre propre marque qui travaille en tant que créateur, mais dans votre propre marque, je ne sais pas, why not, si vous avez les moyens pour le faire un jour. Mais je trouve que ce passage dans l'industrie est primordial pour moi. Parce que sans ça, je ne sais pas comment en fait on peut faire pour... Mais je dis même dans la com, c'est important. Oui, ça forge la personnalité. Ça forge la personnalité, le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est et le savoir-être aussi. Ouais. Excellent, merci beaucoup Inès. Ce que je retiens, c'est vraiment, vous êtes en fait le capital. C'est pas l'argent qui est votre capital et peut-être vos diplômes, mais plutôt vous-même. Il faut investir en soi d'abord. Inès, tu veux dire quelque chose? Moi, j'aimerais bien ouvrir. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir des questions. Tu peux faire tourner le micro. Tu crois que... Qui a des questions? Je sais que vous êtes curieux, vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas. On est entre nous. On est vraiment entre nous. On est cool. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'être là. C'est très enrichissant pour nous de vous écouter. Vous avez des parcours admirables, vous tous. Alors, cette question, elle se dirige à Enes, parce que je voudrais suivre le même parcours dans la direction artistique, etc. Je voulais savoir, pour quelqu'un qui débute, en fait, on ne sait pas vraiment par où commencer. Est-ce qu'on commence à shooter? Est-ce qu'on fait des tests? Ou se procurer des vêtements? C'est vrai que c'est très compliqué quand on fait du styling. Ouais. Alors, déjà, c'est une très bonne question. Alors, pour commencer, en fait, il faut assister. Soit assister des photographes, soit assister des stylistes, soit demander à des écoles de mode d'organiser des shoots pour eux, soit aller vers des écoles de maquillage, de leur proposer des shootings et faire le DA pour les écoles, pour leur diplôme de make-up. Donc il fallait chercher un peu des petites marques et des marques de vêtements, des petites marques de chaussures. Il faut aller nicher en fait des gens qui veulent aussi commencer, ils n'ont pas assez de moyens pour ramener un styliste, pour ramener un photographe et s'aider entre vous en fait pour créer des choses. Et après, avec le temps, quand je parle de temps, ça prend beaucoup de temps. Tu vas commencer à avoir des carnets d'adresses avec des marques qui vont te faire confiance pour amener des vêtements, pour te donner des vêtements. Ça, c'est le côté le plus difficile au Maroc, parce qu'à Paris ou au Moyen-Orient, vous avez des bureaux de style qui ont des collections dédiées pour les shootings. Au Maroc, on n'a pas ça. Il faut avoir un carnet d'adresses, une confiance avec les marques, surtout les marques de luxe avec qui je travaille, qui vont te donner des marques, des vêtements de la boutique pour aller les shooter et les rendre. Si le vêtement il est abîmé, tu dois le payer de ta propre poche. C'est un autre problème. Donc voilà, le conseil, c'est aller chercher dans les petites marques, les écoles, tes copines, Instagram, ta cousine, faire des shoots, toi test. Assister un photographe, assister un maquilleur, assister un styliste, jusqu'à ce que dans les shoots tu vas rencontrer un styliste qui va t'apprécier, un mannequin qui va t'apprécier, va te proposer pour un autre shooting, et tu vas créer ton carnet d'adresse. Je t'en prie. D'autres questions peut-être? Alors bonjour tout le monde. Ma question c'est pour Inès. C'était comment le switch entre l'industrie et avoir sa propre marque? Le switch, c'est-à-dire comment j'ai appris dans l'industrie à créer ta propre marque. En fait, oui. Quand on travaille beaucoup d'années dans l'industrie textile, c'est normal qu'à un moment on a envie d'évoluer vers quelque chose. Parce que bon, j'ai commencé en tant que styliste junior, ensuite j'ai été styliste senior, ensuite j'ai fait chef de produit, j'ai travaillé énormément en freelance avec des boîtes
qui sont basés principalement en Asie. Donc à un moment, on a envie de faire autre chose, d'évoluer autrement. Donc l'idée de créer une marque, c'était quelque chose que j'avais depuis très très longtemps. Mais bien sûr, c'est compliqué, par manque de moyens, etc. Il y a beaucoup de critères, surtout au Maroc, c'est encore compliqué. Le consommateur ne fait pas vraiment confiance aux produits locaux et au marché marocain. Mais comme je vous ai dit, c'est une idée que j'avais il y a très longtemps. Bon, après 8 ans de travailler dans une industrie, à un moment, on a envie d'évoluer autrement. Et entre-temps, j'ai rencontré une personne avec qui je travaillais d'ailleurs en freelance, qui a une boîte, une structure à Casa, qui a plus que 30 ans d'expérience avec le marché de l'export à l'étranger. Donc nous avons collaboré ensemble on a eu l'idée de lancer une marque. Au début, lui, il voulait plus une marque pour femmes, parce que le pouvoir d'achat il est plus élevé, etc. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas ne pas se lancer dans l'enfant, parce que déjà, lui et moi, on a de l'expérience. Moi, j'ai énormément travaillé pour Inditex, Zara Kids et Lefties Kids, Primark Kids aussi. Donc, du coup, j'ai un peu d'expérience sur la partie enfant, parce que c'est délicat, c'est technique, etc. Et on s'est dit pourquoi pas, parce qu'on a constaté qu'il y a un besoin sur le marché. Effectivement, la femme, on peut en trouver un peu partout. C'est pas ça qui manque. Par contre, l'enfant, la mode infantile au Maroc, elle reste quand même, elle n'est pas assez développée. Et surtout que moi, j'avais une vision un peu différente de ce qu'on peut trouver comme marque marocaine, surtout, qui fait de l'enfant au Maroc. Donc moi, au début, quand j'ai décidé de lancer une marque pour enfants, c'était vraiment dans le sens où de répondre à... ma première cible était plus les jeunes parents qui sont à la recherche de produits intemporels, de bonne qualité, authentiques d'énigmes, tu vois, c'est que ça nous manque. Surtout, comme je vous ai dit, à part Zara, qui sont très chers les prix, des fois on ne peut pas se permettre. Tu trouves un jean à 400 dirhams pour enfants à Zara, ça reste quand même cher. Les vestes, ils sont à plus que 500 dirhams des fois. Tu l'achètes même pour toi-même. Voilà, c'est des prix qui ne sont pas malheureusement abordables. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est ça, il y avait un besoin de trouver des jeans authentiques, c'est-à-dire que le vrai jean authentique avec une belle matière, un beau délavage et des coupes qui sont timeless, des coupes qui sont, c'est des jeans qui sont bien coupés, bien fités avec des matières confortables. Il y a du tencel dedans. La majorité des matières, on a 20% de tencel avec un soft hand feel, etc. Le délavage, il est authentique. On offre une large gamme de coloris sur les délavages. Donc ça, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il y a un besoin sur le marché et que aussi il n'y a pas beaucoup de concurrence. Parce que si on fait de la femme, il faut taper fort niveau com, etc. pour pouvoir se lancer. Parce que la femme, il y en a beaucoup qui font de la femme. Mais l'enfant, il n'y a pas énormément de concurrence qui va nous permettre justement de se démarquer dans le marché. Et pour l'instant, honnêtement, ça se passe très bien. On vient de lancer il n'y a pas très longtemps, ça fait presque 7 mois. On fait uniquement en ligne, on vend uniquement en ligne, on a un site web, on reçoit des commandes et on lance, c'est de la vente en ligne. On n'a pas de boutique. Là, j'ai eu quelques propositions dernièrement de boutiques dans un centre commercial à Bouskoura et à Anfa Place. C'est des boutiques, c'est des revendeurs, c'est des multimarques et après nous, on va poser nos produits. Mais ça, on peut le faire en parallèle, mais franchement, pour l'instant, ça marche très bien en ligne. Pour nous, c'est comme ça que ça a été fait. Bravo. Excellent. Bravo. Merci beaucoup. Plaisir. Fedwa, tu as une question? Oui, peut-être une dernière. Bon, pour moi, je veux vraiment savoir si vous avez des conseils de comment faciliter le networking dans le domaine. Le networking, vous voulez dire quoi exactement? Le réseautage. Le réseautage. Alors le réseautage, ça, tu veux aller? Comment ça ne... Vas-y. Alors, est-ce que tu peux faciliter peut-être ta question? En fait, c'est... dans quel sens networking? C'est comment créer un réseau? Voilà, parce que déjà, il faut d'abord. Déjà, rien que ça. Dans le futur, vous serez des concurrents. Déjà, c'est un réseau. Mais aussi, par exemple, le salon Moroccan Mode, c'est un très bon endroit pour trouver du contact. Aussi, parfois, quand tu es sympa et tu as une très bonne énergie et tu es ouvert d'esprit et tu es dans le partage, mais aussi tu es open à recevoir, les gens vont venir te chercher. Et c'est pour cela que c'est très important que j'appuie sur le côté savoir-être et votre attitude.
quand vous êtes bien, avec une très bonne attitude, genre les gens vont venir te chercher et prendre votre contact. Bien sûr, les compétences, quand on travaille sur Il y a une intervention de Michi. Ah. Parce qu'indépendamment de vos compétences et puis de votre entourage, etc., vous êtes dans des industries créatives et culturelles. Il y a beaucoup de culturel à faire de votre part pour pouvoir avoir du réseautage et être connu. Quand on vous propose des sorties pour aller visiter un musée avec d'autres, etc., vous serez connu, tu seras connu en tant que fedouard qui est une future styliste. À un certain moment, il y a quelque chose qui va revenir. Quand on vous propose d'aller dans des sorties culturelles à l'Institut français, de voir un spectacle de danse, d'aller voir une glissa, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient partis à Glissa avec moi pour voir une marque Idir qui a partagé son expérience, etc. Et là, vous sautez, là, vous voyez du monde, vous parlez de vous, et à un moment ou un autre, ça revient. La problématique que vous avez, c'est que vous êtes entre vous. Vous vous comparez, vous vous aimez mais vous vous comparez, vous vous faites du mal, je vous dis les choses comme je les vois, d'accord? Et puis après vous vous retrouvez rien qu'entre vous et vous, et Instagram et Pinterest. Ça c'est hyper toxique par contre, parce que nous on était dans une... Pardon, je vais remettre ça sur ma promotion à moi. On était comme vous, limite secte, et vers la 3e année, c'est devenu très toxique et on s'est fait du mal entre nous et ça a fini par exploser. Et heureusement, on faisait parallèlement des sorties culturelles sur des musées, sur des événements artistiques, etc. Pas sur le champ, tu vas faire un réseau, mais si on voit ton visage une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et heureusement, je faisais ça à l'époque, parce qu'au bout de 10e fois, ah oui, on s'est croisés à la fois, sans se parler. Tu fais quoi? À l'époque, je faisais rien. Mais quand je suis devenu styliste, maintenant je suis styliste. Ah oui, très bien. Du coup, c'est bon. Au bout de 50 fois maintenant, même maintenant, je pars. Ah, c'est bon, j'en ai. Ça devient naturel. Du coup, moi, parfois, jusqu'à aujourd'hui, parfois, j'ai même pas envie d'aller à un événement, mais je suis obligé d'être tout le temps vu pour être tout le temps. C'est très important, surtout pour mon réseau à moi. Si je poste pas sur l'Instagram, si je pars pas à un événement, mode ou pas mode, je suis oublié. Donc le réseau, ça se maintient, c'est une plante. Et ça vient pas comme ça. Alors, l'école va pas te donner. Un réseau, c'est ton réseau à toi. Et tu sais qu'il y a des gens qui payent pour avoir un réseau. Ton carnet d'adresse, ils t'appellent pour un événement pour ton carnet d'adresse. Et mon carnet d'adresse, je l'ai fait à travers, maintenant j'ai 10 ans de carrière. Parce que l'événement, je le maintiens et c'est un effort personnel. Et tu pars pour sourire et dire aux gens bonjour, ça va, Anas, tout va bien, et tu dois faire un effort monstre pour que les gens se rappellent de toi et travaillent. Donc ça, c'est ton effort à toi et personne ne peut le faire à part toi. Merci beaucoup, Anas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, merci pour votre présence. Je suis Esma Boudkerey. Je suis deuxième année. Ouais, chauffé. Ça fait de l'eftinti au cerveau avec le brillant. Et je voulais te demander, c'est quoi les faux pas dans l'industrie? C'est pas grave. C'est pas grave. Ma vache, je vais jamais te donner chat du petit. Merci, Anas. For what? Dans l'industrie, dans... L'industrie, Haouma. Quand on commence dans la mode, quand on veut créer... C'est-à-dire dans votre domaine en général. C'est quoi les faux pas? Alors, on va faire, chacun va dire un truc. Pour moi, c'est l'attitude et l'arrogance et se prendre pour le créateur du siècle et être en retard et ne pas respecter les gens, avant tout. Complètement.
Je suis parfaitement d'accord avec lui. Je pense que c'est encore plus important que tes compétences, surtout au début. Parce que tes compétences en tant que débutant, ils sont limitées. C'est comme un permis de conduire, avec un permis de conduite, tu ne sais pas conduire. Là, c'est un OK pour conduire. Tu vas apprendre sur le terrain. Exactement. Et éviter quand vous commencez à être recruté, éviter de avoir une petite durée dans les entreprises. Ne sautez pas trop entre les entreprises, surtout au début. Ne faites pas les 2 mois, 4 mois, c'est très mal vu. Je valide complètement ce que vient de dire Ayoub. En fait, il ne faut pas faire de saut. Il faut vraiment, je pense que l'idéal pour moi, c'est de rester au moins 2 ans dans une entreprise, parce que c'est là où ça te permet aussi d'avoir un réseau, Réseau, certainement. Oui. D'avoir des contacts, que ce soit au niveau des fournisseurs matières, les gens avec qui tu travailles. Les agents aussi. Oui, finalement, les agents, finalement, c'est un cercle, c'est un très petit cercle. Donc, tout le monde se connaît. Si on fait une bêtise une fois, il faut savoir que tout le monde sera blacklisté, comme j'ai dit. Et c'est blacklisté, parce que c'est comme ça au Maroc, c'est un petit cercle. Tout le monde connaît tout le monde, que ce soit dans l'industrie ou même dans le milieu d'un aide, c'est très petit. Donc il faut vraiment faire très attention à son attitude. Et la discipline, c'est super important. La discipline, c'est-à-dire qu'il faut pas être en retard. Les délais. Parce qu'il y a les délais, il y a aussi les délais qui sont importants, c'est primordial. Et je pense que quand un prof ou Madame Khamlichi elle est très à cheval, les délais, c'est pas pour vous punir, mais c'est en dehors, il n'y a pas d'erreur en fait. Ah oui. Quand on vous dit vous devez livrer quelque chose le 27, après le 27, c'est bon, voilà. Surtout dans la phase de Madame Khamlichi, elle reste très soft avec vous. Non. Par rapport au marché. Oui. Elle est quand même très bienveillante avec vous. Parce qu'en fait, après le 27, l'usine de l'artiste commence à perdre de l'argent. Mais non, le problème, c'est que même pas ça. Par exemple, dans l'industrie, si on dépasse un délai, on n'est même pas dans le c'est bon, parce que c'est des tendances qui sont très rapides. Surtout quand on travaille dans la fast fashion, tu as la tendance, elle a une durée très très limitée. Si on rate le délai, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent et tu rates en fait une saison. Voilà. Tu peux même des fois rater une saison à cause de ça. Et tu peux rater ton emploi. Vous avez de manière vivante des professionnels qui, pour gagner leur vie, de quoi ils parlent ni de leur cursus, ni des compétences, ni du dessin, ni du modélisme, etc. Ils parlent de l'attitude. C'est elle qui fait le tout. Quand vous rentrez à l'école et que vous signez un règlement intérieur et que vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'il y a dedans, vous ne le lisez pas, puis après vous êtes étonné d'avoir des zéros parce que vous avez trop d'absence, c'est l'attitude, c'est la discipline. Quand maintenant, en 3e année, on vous fait signer un document en bonne et due forme sur les deadlines de votre collection et les différentes étapes à respecter, c'est l'attitude. Et ils l'ont dit tous les 3. Et chacun avec son métier aujourd'hui en étant sorti de la même école. Donc, quand tu as posé les faux pas, qui c'est qui a posé la question des faux pas? Les faux pas, c'est vous. Fact. Même quand vous rentrez en industrie et que même quand vous êtes en stage par exemple et que vous vous faites engueuler par quelqu'un et que vous êtes en apprentissage, qu'est-ce que je fais? Je baisse la tête parce que je suis en train d'apprendre. Tout à fait. Je baisse la tête. Je rentre chez moi, je pleure, il n'y a pas de problème. Je rentre chez moi, je casse mes assiettes, il n'y a pas de problème. Ah, je le fais toujours, by the way. Ouais. Mais je dois avoir de l'humilité parce que je suis en train d'apprendre. Et on apprend toujours, tous les 3. Et on apprend toujours. Oui, tous les 3. Moi, je suis le plus ancien en carrière. Je suis presque à 11 ans de carrière, j'apprends chaque jour que Dieu fait. C'est pareil pour... Et là maintenant, je viens de lui dire, explique-moi quelque chose parce que je n'ai pas compris en sortant. Exemple devant vous. Alors vous, eux, ils sont en train d'apprendre après 10 ans, 12 ans de carrière. Moi, je ne peux même pas vous donner le nombre d'années de carrière que j'ai parce que vous allez vous rendre compte que je suis extrêmement vieille et j'apprends toujours.
tous les jours j'apprends. Donc, exactement. L'humilité, voilà, c'est vrai. Oui. Surtout quand vous avez l'impression que d'être créatif, c'est un plus par rapport à l'autre. Non. C'est quelque chose que vous avez en vous, mais que vous devez exploiter avec de l'humilité et les pieds sur terre. Là, si j'ai quelque chose à dire. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci pour votre bon partage. Et aussi à remercier la direction. Ouais. Merci à vous aussi, c'était excellent. C'était excellent. Merci. Et encore une fois, c'était une initiative des 3e années. Bravo, les 3e années. Levez-vous le 3e année, je comprends pas le Bravo, les 3e année.